C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de performance en Java et un petit peu de finance. Tiens, pour se présenter, donc, je m'appelle Alexandre Victor, je travaille à la Société Générale. N'hésitez pas à venir nous voir après le talk au stand de Société Générale si vous avez des questions et que vous n'avez pas pu les poser à la fin. Alors je travaille à la Société Générale, plutôt côté banque de finances de marché, plutôt du coup pour les salles de marché et plutôt sur les applications de vente de produits financiers. Donc c'est plutôt des applications qui sont destinées aux clients extérieurs ou aux commerciaux qui travaillent en salle de marché. D'accord. Je suis Thierry Abelia, développeur à la Société Générale. Donc à travers cette présentation, on va vous parler de performance. Performance qu'on va qualifier d'extrême en termes de débit et de latence. On verra dans un instant ce que j'entends par extrême. On va considérer un prérequis, c'est pour avoir un système extrêmement performant, d'avoir une architecture simple, adaptée aux problèmes, d'avoir des algorithmes et des structures de données bien choisies. Cependant, ça peut ne pas être suffisant pour atteindre les besoins en termes de performance. Et donc, on aura recours à des optimisations plus locales en termes d'implémentation. Et c'est de ça qu'on va vous parler à travers ce talk. On va illustrer ces optimisations en Java. Simplement, il faut savoir que dans d'autres langages, C#, C++, ces optimisations sont également valables. Donc il y a peu de choses vraiment très spécifiques à Java, quoi. Alors, souvent on a tendance à croire que un gros volume de données, big data, c'est forcément synonyme de web. Alors effectivement, il y a des chiffres impressionnants. Seulement, en finance, on n'est pas en reste. Donc là, c'est des transactions en secondes, par seconde. On peut prendre un flux de données. En gros, ça va correspondre à des mises à jour de prix, des transactions sur un type de produit qui sont les options aux États-Unis. Et là, ce flux, c'est 1,1 million d'updates par seconde. Et on peut avoir des pics à 15 millions. Alors, là où on a un vrai enjeu, c'est en termes de latence. Certains traders considèrent que la vitesse de la lumière, c'est pas suffisant. Du moins, au niveau d'une fibre optique, puisque entre la bourse de Chicago et de New York, il y a encore quelques années, on utilisait la fibre optique. Et il faut savoir que dans la fibre optique, l'indice de réfraction de la lumière est d'1,5. En gros, on perd 50% de la vitesse de la lumière dans le vide. Du coup, une entreprise a mis en place un lien en micro-ondes. C'est aussi des ondes électromagnétiques. Et là, on va avoir une vitesse qui est en gros celle de la vitesse de la lumière dans le vide. Et on gagne quelques millisecondes. Faut savoir que ces millisecondes, ça peut représenter 100 millions d'euros par an pour certaines grandes banques. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi un besoin de performance à ce niveau-là, quoi. Pourquoi on a autant besoin, pourquoi on fait autant d'investissements pour gagner des chouïèmes de microsecondes. Alors, pour vous l'expliquer, on va prendre une image. Il y a un jeu qui s'appelle en français Tap-Top, Whack-A-Mole en anglais. Donc, on va faire le parallèle entre cette petite taupe là qui sort d'un trou et sur laquelle il faut taper avant qu'elle disparaisse, avec une opportunité sur un marché financier. Donc l'idée là, c'est que vous devez taper sur la taupe avant qu'elle disparaisse. Mais le problème par rapport au jeu original Tap-Top, dans la finance, c'est qu'on a 10 000 joueurs. Et c'est au premier qui va taper sur la taupe. Et dans ces 10 000 joueurs, on a quelques bots. Donc il va falloir aller très 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 vite pour pouvoir profiter de cette opportunité financière. Alors, concrètement, aller vite, ça veut dire quoi? Le code, il va s'exécuter. Si on parle de Java, sur une JVM, il y aura un OS en dessous, on aura du matériel. Et pour avoir du code extrêmement performance, on va devoir prendre en compte la manière dont les différentes couches en dessous du code fonctionnent. Martin Thompson, un expert dans le domaine, parle de mechanical sympathy pour parler pour la prise en compte dans le code, en gros d'écrire du code en harmonie avec le matériel.
Donc, comme vous avez déjeuné il n'y a pas très très longtemps, on a un peu pitié de vous, on se propose pour la digestion un petit quiz pour s'échauffer. Là, vous avez deux programmes qui font en gros la même chose. On a un tableau à 2 dimensions, donc en fait une matrice, avec des longs. Et le but de ces 2 programmes, en fait, c'est de calculer la somme des valeurs qu'on trouve dans cette matrice. La différence, en fait, entre la version de gauche et la version de droite, c'est juste, en fait, on a inversé les 2 lignes, les 2 boucles for. On a 2 boucles for imbriquées. Et en fait, à gauche, on est plutôt sur un truc par ligne, alors qu'à droite, c'est plutôt par colonne. Alors bon, je sais pas, hein, Thierry, il y a peut-être que les 2 versions sont à peu près similaires au niveau perf. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que c'est celle de gauche, peut-être que c'est celle de droite. Je vous propose de lever la main pour ceux qui pensent que c'est celle de gauche. Ouais. Ok, un peu. Celle de droite. Ok. Et ceux qui pensent que ça change rien. Ok. Ah. Il y a un certain nombre de personnes qui ne se prononcent pas. Ouais, alors bon, on a une taille aussi, bon, c'est quoi? On a mis à peu près, c'est quoi, 1 million? 1 million, la taille de la ligne, et puis en hauteur, c'est 50 ans. Alors en fait, celle qui est plus rapide, mais alors de loin, c'est celle de gauche. Et ça s'applique à pourquoi on a ça? Bah, c'est des raisons d'accès mémoire. En fait, alors, quand on regarde un processeur, on a une unité d'exécution, et entre l'unité d'exécution au niveau d'un cœur et la mémoire RAM, on a plusieurs niveaux de cache. En gros, plus on se rapproche de l'unité d'exécution, plus on a des caches qui sont rapides, mais qui sont petits. Et en fait, la version de gauche, où on allait par ligne, eh ben, elle est compatible avec la mise en cache des données au niveau des processeurs. C'est-à-dire que là, je vais commencer à lire une valeur, je vais prendre tout un bloc, je vais le mettre en cache, et puis du coup, l'accès à la mémoire va bénéficier beaucoup de ce fetcher, de cette mise en cache au niveau processeur. Alors que celle de droite, je vais sans arrêt lire une valeur, prendre les valeurs qui sont voisines, les mettre en cache, et puis repartir sur une autre ligne et invalider mon cache. Donc mon cache, il va juste me faire perdre du temps. Donc là, c'était clairement celle de gauche. Et en fait, en voyant le code, c'était pas évident en fait de trouver le résultat. À moins que vous ayez l'œil et que vous soyez déjà tombé sur le problème. Et du coup, comme on n'a pas vraiment envie de jouer aux devinettes, surtout quand on va passer en prod, un conseil, c'est essayer de mesurer. Et notamment, dans ce cas-là, essayer de faire des benchmarks. Il se trouve que là, on est plutôt dans un cas où il faut faire des micro-benchmarks. Alors les micro-benchmarks, on va prendre des pincettes parce que ça comporte plein de pièges. Surtout en Java, où on va avoir des phénomènes qu'on ne contrôle pas trop, le GC qui se déclenche, on ne sait pas trop quand. On va avoir des phénomènes d'optimisation, le JIT qui va optimiser le code, qui va le désoptimiser. On a heureusement un outil qui permet en fait de faciliter la vie, qui fait partie en fait de l'écosystème OpenJDK, qui est open source, qui devient en fait l'outil standard en fait pour faire des micro-benchmarks au niveau du JDK. Bon, cet outil c'est JMH. Si vous ne le connaissez pas, on vous recommande en fait. Ça s'intègre bien avec Maven, avec les IDE, avec Jenkins. Et ça ne permet pas en fait d'éviter à coup sûr les pièges liés au micro-benchmark, mais en tout cas, ça permet de faciliter la vie, quoi. Alors on va se mettre en situation. On va imaginer que vous veniez nous rejoindre à la Société Générale et qu'on ait à développer une application pour nos amis, les commerciants en salle de marché. Aujourd'hui, c'est encore souvent le cas, l'outil principal de nos chers commerciaux, en fait, c'est ça. C'est un téléphone pour négocier à la voix avec les clients. Souvent, ça devient plutôt ça. Donc des applis qui permettent de présenter les produits financiers et de voir en live les variations de prix. Et ça permet aussi aux clients d'acheter, de vendre. Alors, le but du projet qu'on vous propose, en fait, c'est de faire un composant qui va se retrouver derrière ce genre de site, qui va permettre en fait de recevoir du coup des requêtes qui viennent de clients web, mais aussi d'API. Alors, oui, effectivement, il y a des clients qui vont vouloir en fait avoir une API et se connecter en direct.
Et là, en termes de latence, ça n'a rien à voir. Notamment, on pourra avoir des clients qui voudront être dans le data center, dans la baie en face. Et en gros, là, on parle de microsecondes. Et donc, on va aussi on va être en lien aussi avec des marchés. On peut voir ça aussi comme des sites comme dans la vie de tous les jours, des sites comme Quelcou, comme Monsieur Prix. Vous allez avoir les équivalents dans la finance, des intermédiaires qui permettent à des clients de demander des prix à plusieurs organismes financiers en parallèle. Donc là, le composant qu'on va faire, en fait, il va récupérer en fait ces messages qui viennent de l'extérieur, et puis il va les dispatcher sur d'autres applications pour faire du contrôle de risque, notamment pour voir si on a bientôt encore le droit de travailler avec vous, si on n'a pas dépassé des limites de crédit. On va faire le lien aussi avec des applications de trading, où on va retrouver ce qu'on appelle des pricers, qui vont calculer des prix sur les produits financiers. Et puis, in fine, si vous décidez d'acheter ou de vendre, on va aussi faire le lien avec ce qu'on appelle le booking, et des applications qui vont permettre en fait de faire le lien au final avec les applications compta. Alors, pour ça, on a décidé de choisir Java. Donc, une question légitime, c'est de se poser le pourquoi. Même si le propos, comme je vous l'ai dit, c'est des optimisations qui vont valoir dans différents langages. Mais on peut s'étonner qu'avec un niveau de performance comme celui-là, Java puisse être un bon choix. Ça l'est clairement depuis quelques années en finance de marché, avec des contraintes très fortes. On utilise Java. Il faut savoir que pourquoi Java pourrait être plus intéressant que du C++, c'est notamment les perfs, c'est important, mais aussi on a besoin d'avoir une productivité, de développer les fonctionnalités rapidement. Et en termes de time to market, on va dire que Java est un bon compromis. Parce qu'on est dans le monde de la finance et ça bouge très très vite. Si on met 2 ans à développer une fonctionnalité et que dans 2 ans, voilà, le produit financier on n'en a plus besoin, on est un peu marron, quoi. Donc on vous propose de commencer simple, hein, Thierry. Ouais, ça me paraît bien. On a plein de technos intéressantes pour faire une stack dite réactive, mais on essaie de commencer simple. Alors je pense qu'on va avoir besoin d'un petit pool de threads là pour gérer nos requêtes en parallèle. Ouais, c'est pas toujours comme ça. Ah, ça peut être le bordel, hein. Le multithreading, ça peut tourner au vinaigre. Et puis en plus, c'est pas forcément intéressant au niveau des perfs. Alors pour l'illustrer, on va vous faire un petit exemple avec l'API Stream. Mais je mets un petit disclaimer, hein, le but c'est pas de critiquer l'API Stream, c'est juste vous montrer que le parallélisme c'est pas toujours le meilleur choix. Donc là, en fait, on va générer un ensemble de données aléatoires, des ints, qu'on met dans un stream. Donc là, on en a beaucoup, hein, on en a de l'ordre de 10 millions. C'est ou des 0 ou des 1. Et en fait, le but, c'est de compter le nombre de 1. Donc on a la version très simple, hein, dans un séquentiel, avec un somme. Et puis la version multithread avec parallèle. Et en fait, en faisant justement un petit bench JMH sur une machine qui pourrait être une petite machine de prod, on obtient 113 millisecondes pour la première version. Et puis, on obtient beaucoup plus d'1 seconde en fait pour la version parallèle. Alors, pourquoi une telle différence ? Parce que en fait, là, l'overhead, le fait de passer à plusieurs threads par rapport au gain, il est vraiment juste pas bon. On a beaucoup de contention en fait pour faire la somme. Et en plus, là, la génération en fait des nombres aléatoires, elle va aussi se faire sur plusieurs threads. Et là, en interne, il y a aussi de la synchro. Donc, c'est juste pas bon. On pourrait évidemment avoir une version parallèle plus rapide. C'est juste pour vous dire que, en fait, le multithreading, c'est pas automatique. C'est un peu comme les antibiotiques, quoi. Donc voilà. Si vous pouvez vous en passer, vaut mieux. Alors, on va essayer de mettre en place une première architecture là pour notre petit composant Sales Plus. Un truc assez simple. Hier, on est allé à l'université sur les architectures hexagonales. Donc le principe, c'est qu'on met, merci Thomas, c'est qu'on va mettre notre code métier. On va essayer de pas le mélanger avec du code technique, du code d'infrastructure, les middleware. On va essayer d'avoir un code métier qui fasse que le métier. Et donc on va essayer aussi de ne pas s'embêter dans le code métier avec des problématiques de log, de multithreading, voilà. Donc on va avoir un pattern un petit peu vieux comme l'informatique, un thread qui est en charge d'exécuter le code métier avec un truc qu'on appelle une event loop. C'est utilisé notamment, c'est un peu le principe que vous allez retrouver dans des trucs comme Node.js, dans Redis. Pas forcément des outils qui sont connus pour être lents. Et pourtant, il y a un seul thread.
Et puis on va avoir des threads du code en charge de la communication avec l'extérieur, à côté, sur la gauche là. Et on va faire communiquer les deux avec une petite blocking queue. Et puis dans notre event loop, quand on va interagir avec l'extérieur, on va générer des événements qu'on va mettre dans une autre blocking queue. Et puis là, sur la droite, on a d'autres threads en charge d'envoyer des messages vers l'extérieur du système. Donc là, un truc assez simple qui correspond aux besoins. Très bien. Donc, je suis allé voir Gérard, notre product owner, en salle de marché. Pour l'instant, il est content. Par contre, il prévoit une augmentation de volume de x10, quoi. Et là, en faisant un petit profiling, je me suis rendu compte que mon event loop, ça dépile le code métier. Par contre, on a peut-être un petit problème de contention au niveau de la queue. D'accord, on va regarder ça. Donc là, si on prend le côté producteur, en gros, on va avoir en entrée là, différents middleware qui vont nous produire des messages au niveau de notre array blocking queue. On va avoir l'event loop qui dépile. Et donc, le problème, c'est qu'avec l'array blocking queue, derrière, on a un lock. Pour être précis, un reentrant lock. Et les locks, c'est extrêmement performant, mais en présence de très peu de contention. Et en présence de contention, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et nous aussi, on a nos heures de pointe, l'ouverture et la fermeture des marchés pour certains types de produits. Alors, pourquoi c'est coûteux un lock ? Bon, évidemment, il y a le fait qu'on a une section critique et qu'on va avoir certains threads qui vont attendre. Mais on va aussi avoir, en présence de contention, des appels au système d'exploitation, notamment pour on va dire, suspendre un thread ou le résumer. Et donc, ces appels système vont être relativement coûteux. On va aussi avoir les changements de contexte. Et l'une des choses qui peut être coûteux dans les changements de contexte, on va l'illustrer si on reprend notre architecture au niveau d'un processeur. Alors imaginons qu'on ait un premier thread qui s'exécute sur le cœur 1. Il va avoir sur les caches L1, L2 privatifs au cœur, il va avoir ses données. Maintenant, si il n'arrive pas à avoir le lock, il va être suspendu. On a un deuxième thread qui est schedulé sur le cœur 1, et lui, il va aussi vouloir charger ses données, et donc faire une éviction des données du premier thread. Donc le premier thread, une fois s'il est reschedulé sur le cœur 1, il se retrouve avec un certain nombre de données qui sont plus là, qui sont peut-être au niveau cache 3, de niveau 3, voire au niveau de la RAM. Quand vous voyez le facteur, 12 entre les registres et le cache de niveau 3, ça peut être extrêmement coûteux. Mais il y a pire. Si notre thread 1 est reschedulé sur le cœur 2, là, au niveau cache L1, L2, on peut ne pas avoir du tout les données dont le thread 1 sur lesquels il fait ses traitements. Et du coup, là, on part directement sur au moins le cache de niveau 3. Alors, pour résoudre ce problème de lock et en fait d'algorithmes bloquants, on peut utiliser des algorithmes non bloquants. Il en existe de différents types, wait free, lock free, consumption free. Et ils ont tous comme propriété qu'au moins un thread progresse au niveau du système. Dit autrement, pas de deadlock. C'est intéressant, mais ce qui va nous intéresser en termes de performance, c'est qu'en fait, ça veut dire derrière, pas de section critique, pas de lock, peu importe sous quelle forme. Alors, si on cherche à remplacer notre array blocking queue, on regarde ce qu'on a dans le JDK. On a la concurrente link queue. Alors là, c'est basé sur une liste chaînée. Bon, au niveau de l'accès mémoire de tout à l'heure, c'est pas génial parce que vous allez avoir un élément là, un élément là. C'est pas ce... Mais surtout, ce qui est gênant, c'est que c'est pas limité en taille, c'est ça ? C'est ça. Donc, si on veut, notre système, il a forcément une capacité limitée. Si on veut que ça se passe bien, quand on arrive à la limite en saturation sur la capacité du système, si le consumer est plus en capacité de traiter suffisamment les messages, on va pas vouloir avoir une queue qui se remplisse, quitte à avoir jusqu'à un out of memory. Et donc, on voudra une queue d'une taille fixe. On pourra gérer du coup un mécanisme de back pressure, dans le sens où la queue est pleine, et on va pouvoir rejeter gentiment les messages. Alors, ce qui nous intéresse, c'est une queue donc multiproduceur, single consumer.
Donc si on prend sur la partie entrée des messages. On peut le voir autrement et se dire qu'on va avoir plusieurs queues avec un seul producteur et un seul consommateur. Et là, donc le thread, notre event loop, va défiler dans les différentes queues, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que notre producteur a sa propre queue, est seul à écrire dessus. On va parler de principe de single writer, qui est une propriété intéressante, puisqu'on réduit vraiment la contention au niveau de l'écriture, et ça, en termes de performance, c'est vraiment intéressant. Du coup, notre deuxième archi, ça pourrait être ça, à la fois côté entrée et côté sortie. Alors, on peut, je vous propose d'implémenter un algorithme DOM bloquant. En l'occurrence, il va être wet free. Et pour ça, on peut avoir recours à un algorithme qui est aussi vieux que moi. C'est dire. Ouais. Et en gros, ça va être, on va parler de ring buffer ou de circular array, dans le sens où si on écrit, ou on lit et qu'on est arrivé à la fin du tableau, on va aller partir au début du tableau. Donc en gros, ça donne quelque chose comme ça. Donc on a deux index, un pour le producteur, un pour le consommateur. Je rappelle, il y a un seul thread dans les deux cas. Il n'y aura pas plusieurs producteurs, pas plusieurs consommateurs. Et donc ces index-là vont toujours croître au fil des écritures et des lectures. Si on prend le producer index, là, il vaut 42. Si on veut connaître la position à laquelle il faut écrire, on fait le modulo par rapport à la taille du tableau, ici 10. Donc on a un offset de 2. Ça veut dire que le prochain endroit où on va devoir écrire dans le tableau, c'est en position 2. De même pour le consumer. La prochaine fois qu'il devra écrire, ce sera en position 9. Alors le code. Le code, c'est relativement simple. On va au niveau structure de données, avoir un tableau. Donc ça va être notre buffer. On va avoir deux index de type long, volatile. On verra plus tard pourquoi c'est volatile. Et on va avoir une méthode de façon à ce que le thread producteur puisse publier des éléments. Première chose, on va vérifier que la queue n'est pas pleine. Si c'est le cas, on renvoie false. Sinon, on continue. On calcule l'offset, on a dit à partir du modulo, sur le producer index. Et du coup, on écrit l'élément à cette position dans le buffer. On incrémente maintenant l'index du producteur. Pour la méthode poll, donc qui va être appelée par notre consommateur, on va aller vérifier si le tableau n'est pas vide. Si les deux index sont égaux, le tableau est vide, on renvoie nul. Sinon, on continue. On calcule l'offset à partir du consumer index. On récupère l'élément. On le met en position. Cette position-là, on va mettre nul, histoire de rendre l'élément qu'on puisse le garbage collecter. Et puis, on va incrémenter l'index du consommateur. Donc voilà, et on renvoie l'élément, relativement simple, un gain x 4, donc on parle ici en débit, throughput, et donc là on a des chiffres en millions d'opérations par seconde. Très bien, des performances, mais est-ce correct en multithreading? Oui, ça on ne peut pas le tester facilement, ça. On peut faire des tests de charge et vérifier que on ne perd pas d'éléments, parce que c'est de ça dont on parle. Éviter de perdre des messages. Parce qu'une requête d'un client, dans notre milieu, c'est un client en moins. Donc c'est assez dramatique. Donc, du coup, il va quand même falloir s'intéresser aux mécanismes de synchronisation et au moins se prouver à soi-même, d'analyser un peu et de regarder dans le détail. Et là, on a un mot-clé important, le mot-clé volatile. Alors volatile, Thierry, c'est pour s'assurer en fait qu'une variable renseignée par un thread, la valeur elle soit bien visible par les autres threads, c'est bien ça? C'est ça, mais c'est pas suffisant. Ah, j'ai oublié un truc. Et pour ça, je propose qu'on débug. Donc on a à gauche le producteur, le thread du producteur qui va exécuter la méthode offer. À droite, le consommateur qui exécute poll. On va considérer notre queue vide. Les deux index sont égales à 2. On va publier un élément de type entier, 777. Et on va calculer notre offset. Donc là, notre offset est de 2. J'écris l'élément en position 2. J'incrémente l'index du producteur, on est à 3.
Puis là, il y a le thread du consommateur qui appelle la méthode poll. Et donc, on vérifie si le tableau n'est pas vide. Et il n'est pas vide, 2 est différent de 3. On continue, on calcule l'offset. 2, l'offset est calculé sur l'index du consommateur pour savoir où il en était dans la lecture. Et là, on lit nul. C'est pas 777. Et non. Ah. Alors ça, c'est ce qu'on avait en version 1.4 et avant. Avec simplement ce que tu as dit sur la sémantique du volatile, eh ben, on n'a pas ce qu'on veut. Pourquoi ? On a bien rendu visible immédiatement la mise à jour du producer index, mais au niveau du buffer, on n'a pas la visibilité sur l'écriture dans le buffer. Alors déclarer volatile le buffer, ben, ça ne changera rien, c'est le buffer qui sera volatile, ce n'est pas les éléments. Et pour ça, en fait, le Java Memory Model, donc le Java Memory Model, en gros, ça va permettre de garantir à nous développeurs que notre programme multithreadé aura un comportement de ce qu'on appelle sequential consistency. On verra dans un instant ce que ça veut dire, mais en gros, c'est qu'on puisse raisonner dessus et derrière, en fait, côté compilateur, ça va permettre de faire tout un tas d'optimisations. En gros, si vous avez bien synchronisé votre code, on vous dit votre programme sera simple à raisonner. Et nous, côté compilateur, on pourra optimiser, réordonner, par exemple, les instructions comme on veut. Donc, en Java 1.5, au niveau du Java Memory Model, la sémantique du volatile a changé. Et on va parler de relation d'happens before. C'est produit avant. C'est une sorte de relation d'ordre partielle. Donc, quand je mets à jour mon index, et qui vaut 3, si jamais le thread du consommateur lit 3, il veut aussi voir ce qui a été mis à jour par le thread qui a mis la valeur 3. Donc, s'il voit 3, il voit aussi que le thread producteur a mis à jour le buffer avec notre entier. Donc ça, c'est ce que permet, en gros, le volatile avant la version 1.5, il avait peu d'intérêt. Alors, comme le premier quiz vous a plu, voici un deuxième. On va toujours partir d'entier. Un jeu de données, en fait, là, ça va être un tableau à une dimension, avec à peu près 250 000 valeurs. Et on est toujours sur des valeurs aléatoires. Alors, c'est des entiers, là, cette fois-ci, qui sont soit négatifs, soit positifs. Et alors, les deux programmes qu'on va tester, c'est valeur absolue. On va avoir une boucle à gauche, là, qui va calculer la somme des valeurs absolues que je retrouve dans mon tableau. Et à droite, en fait, j'ai décidé de réimplémenter valeur absolue. C'était assez simple, je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Et donc là, avec un petit if, j'ai la valeur absolue de mes éléments et je somme tout. Voilà. Donc j'ai mes deux. Alors je fais un petit bench, là j'ai prévu un petit bench JMH. Donc je sais pas, il y a 3 solutions, où les deux sont à peu près équivalents, ou alors celle de gauche est plus rapide, ou alors c'est celle de droite. Qu'on a dit, les données sont aléatoires en entrée. Hein. Ouais, les données sont aléatoires et il y en a une chiadée, quoi. Qui serait pour la version de gauche ? Ok, version de droite. D'accord. Et qui pense que c'est à peu près équivalent. Donc c'est très... C'est assez partagé. Ouais, partagé. Alors par contre, le résultat est plutôt tranché. C'est plutôt la version de gauche qui est plus rapide. C'est la valeur absolue du JDK qui est nettement plus rapide. Et ça, en fait, ça s'explique par un truc qu'on peut appeler le pipelining d'instruction. En fait, une instruction, quand elle est traitée par un processeur, elle va être traitée en plusieurs étapes. Là, mettons en 4 étapes. Et à chaque cycle d'horloge, on passe d'une étape à l'autre pour une instruction donnée. Mais en fait, pour chaque phase, on peut travailler sur une instruction différente. Donc là, dans la version 1, où je ne l'ai pas dit en fait, mais la valeur absolue est implémentée avec un opérateur ternaire, mon processeur, il va traiter les instructions, la première, la deuxième. Quand je fais le execute sur la première, je fais la phase d'avance sur la deuxième. Et donc j'ai
En gros, 4 instructions qui sont traitées en parallèle par mon processeur. Et c'est du parallélisme au niveau d'un thread. On ne parle pas de multithreading là. Ouais, mais par contre, ça, on ne peut pas toujours le faire, ça. Enfin, en tout cas, savoir quelles sont les instructions à traiter après, c'est pas évident. Alors, si on revient sur notre exemple, qu'est-ce qui se passe? Quelle différence il y a entre les deux exemples? En fait, on va avoir sur le if donc un branchement. On va devoir faire un goto suivant la condition. Et si on veut pouvoir que le processeur exécute des instructions sans connaître encore le résultat, il va devoir faire une prédiction. Donc on a un branch prédicteur au niveau du processeur. Donc c'est un composant. C'est ça, qui en gros se base sur l'historique de ce qui s'est passé. Je vais toujours exécuter le else, il va prédire que au prochain coup ce sera le else. Et là on avait énormément de valeurs encore à traiter. Et là, ouais, les données étant aléatoires en termes sur le signe, on va avoir un souci. Donc, en gros, derrière le if, suivant la condition, on va avoir une instruction jump if, suivant le signe, en gros, de la condition. On va aller faire un saut, alors que dans la version de gauche avec MATLABS, derrière, en fait, c'est un ternaire qui est utilisé. Et ça va être traduit en assembleur par une instruction dite de conditional move. Et en gros, il n'y a pas de jump. J'ai dans un registre la valeur moins A, hein, si on considère que c'est A, qu'on fait en valeur absolue. En gros, il ne fait pas de saut et il est capable de calculer, de savoir qu'il faut exécuter les prochaines instructions. Et là, petit problème de casque. Et là, du coup, on va avoir le résultat au niveau du execute. Et donc, dans 50% des cas, on va avoir une mauvaise prédiction. Et si la prédiction est mauvaise, tout ce qu'on a calculé après, on s'est mis à la poubelle. Et maintenant, si je vous dis que c'est plus 4 stages, donc 4 étapes qu'on a, c'est plutôt dans les 10 à 14 stages, on va avoir énormément de choses perdues, surtout qu'au sein d'un stage, on va aussi avoir plusieurs instructions en parallèle. Alors tout ça pour vous dire que, encore une fois, en regardant le code, c'est difficile de se dire qu'est-ce qui va être plus ou moins rapide. Et quand on s'intéresse à la latence, où là on va s'intéresser à tout un système, ou au moins une partie d'un système, ça va être encore plus difficile en fait de déterminer les performances. Et souvent en fait, quand on mesure les performances, on se base sur des moyennes. Les moyennes c'est bien quand on observe des valeurs qui sont aléatoires, des valeurs qui ont une distribution sans statistique normale, où on a une belle gaussienne. Il se trouve que quand on mesure la latence d'un système, on n'a pas forcément une distribution normale. Notamment parce qu'on va avoir des phénomènes d'accumulation, que ce soit au niveau du GC, mais au niveau de l'OS, avec ce qu'on appelle le jitter. Donc on peut avoir plein de valeurs qui sont de ce côté-là, et puis tout d'un coup des valeurs aux extrêmes qui sont nettement plus importantes. Et si on utilise une moyenne, ces valeurs un petit peu anormales, on ne les voit pas. On a juste la moyenne nous dit tout va bien, tout est tranquille, on respecte bien notre niveau de service. Alors on va essayer de se doter d'un outil statistique un petit peu plus performant, un petit peu plus compliqué que les moyennes, qu'on appelle les centiles, ou les percentiles en franglais. On va commencer déjà à essayer de garder le maximum de valeurs. L'idéal c'est de les garder toutes. Et puis ces valeurs, on va les trier. Et puis on va s'intéresser par exemple pour 50%, pour la moitié des valeurs les plus petites, on va regarder quelle est la valeur max. Et cette valeur, on va appeler ça les 50 centiles. Puis on va reproduire en fait on va reproduire l'exercice pour d'autres valeurs, par exemple 90%. Et là, par exemple 6, ça va représenter la valeur maximum observée dans 90% des cas. Une fois qu'on a fait ça, pour 50, 51, jusqu'à 90, 99, et puis ensuite on peut rajouter autant de virgules qu'on veut, on peut générer un beau graphe qu'on appelle un histogramme.
Et là, va avoir une vision qui est nettement plus intéressante en fait sur le comportement d'un système. Alors, générer un histogramme comme ça, c'est quand même plus compliqué que avoir juste une moyenne. Il se trouve que l'excellent Guy Téné, je vous encourage à aller voir aussi, a open sourcé un outil qui s'appelle HDR Histogram, qui permet en fait de générer des histogrammes. Et en fait, il a fait ça en sorte que l'impact sur les performances soit vraiment minimum et que ce soit compatible avec un système de faible latence. L'API est relativement simple. Bon, après, il y a plein de subtilités pour avoir quelque chose qui soit qui marche au niveau du multithreading. Mais là, voilà, pour commencer, c'est assez simple et puis ça crache du texte et on peut ensuite générer un beau graphique. Alors, je suis allé voir notre product owner, Thierry. Et en fait, il est content, hein, ça marche bien, il est content des performances du système. Cool. Par contre, il anticipe qu'on va avoir encore d'autres clients et que les volumes vont significativement croître. Donc il va peut-être falloir retravailler sur la queue. Effectivement, en profilant, on voit qu'on va devoir travailler encore un petit peu sur la queue et en faire une V2. Et pour ça, on va s'intéresser au coût du volatile. On a parlé de la sémantique du volatile, mais ça a un coût. D'ailleurs, sinon, toutes les variables seraient déclarées volatiles. Seulement, les performances seraient assez catastrophiques. Pourquoi ? Un petit zoom sur un cœur. Et on voit qu'en fait, les unités d'exécution, elles n'écrivent pas directement au niveau du cache. Donc les écritures, on va être bufferisées, mis dans un store buffer. Et ce store buffer est crucial pour les optimisations faites au niveau des processeurs. Pour illustrer aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir un store buffer, on a parlé du pipelining d'instructions et d'exécuter des instructions sans savoir si au final on allait les garder, en gros les résultats ou pas. Si on va écrire directement sur le cache de niveau 1, ça va être un souci si on veut, entre guillemets, rollbacker. Et donc ça va permettre d'assurer le pipelining. Et en termes d'optimisation performance, par exemple, dans le cas de la mise à jour de mon producteur index, si je veux aller relire une valeur, le processeur, il peut directement aller relire au niveau du store buffer. Et donc, il y a tout un tas d'optimisations à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'avec le mot-clé volatile, quand j'écris, en fait, je vais aller, entre guillemets, committer ce qu'il y a dans le store buffer au niveau du cache de niveau 1. Donc, à chaque écriture du mot-clé volatile, en fait, on ne laisse pas le temps, le buffer, d'un peu se remplir et d'aller bénéficier des optimisations. Et donc, on va avoir un souci. Alors, on va chercher à remplacer voir comment on peut éviter de payer ce coût-là. Et dans Atomic long, c'est pour faire du compare and swap, c'est ça ? Ouais, mais là, pour le coup, on ne va pas utiliser ça. Notamment, on a un seul thread de producteur, un seul thread pour le consommateur. Donc, le compare and swap, ça ne va pas être utile dans notre cas. En fait, derrière l'atomic long, si on regarde le code, il y a une variable d'instance privée, c'est un volatile. On peut se dire, pourquoi aller mettre une classe au-dessus d'un volatile ? En fait, on va avoir une méthode lazySet. Voilà, il y a une méthode set qui va faire en gros l'affectation classique sur notre volatile, et là on n'aura pas de gain. Par contre, le lazySet, là, ce qu'on va dire, c'est ok, je mets à jour mon index, mais je ne veux pas rendre tout de suite visible aux autres threads. Je ne veux pas vider le store buffer pour autant et rendre immédiatement les choses visibles. Donc, l'écriture sera mise au niveau du store buffer. Et en gros, quand il va aller, on va aller écrire, le processeur va écrire de lui-même quand il le jugera opportun. Et donc, le lazySet permet ça. Concrètement, il s'agit de quelques nanosecondes avant qu'il aille écrire la donnée. Donc, ça ne pose pas de souci. Ça va plus loin. Et là, on va parler de barrières mémoire. En fait, on peut avoir des barrières mémoire dans le sens où, dans les optimisations faites par le compilateur, le JIT, ou au niveau du hardware, on peut réordonner les instructions. Notamment les instructions d'écriture. Et donc, je stocke de valeurs. Et je ne veux pas réordonner les instructions. Si mon buffer, en fait, il est l'affectation, la mise
on met l'élément dans le buffer après le producer index, je ne suis pas garanti que le consommateur ne voit pas le producer index avant de pouvoir voir l'élément. Et on aura un problème, on verra. En gros, le consommateur va lire nul. Donc on veut se prémunir de ça. Le lazy set va dire au compilateur, au JIT, ne réordonne pas les instructions de store qui me précèdent. Côté hardware, ça va dépendre du matériel. Sur un x86, pas de barrière mémoire de type hardware. Sur un processeur de type ARM, par contre, on aura une barrière hardware. Et là, donc c'était pareil pour la méthode Paul. Et donc là, en termes de performance, on a un facteur 10 par rapport à notre blocking queue initial. On peut encore aller beaucoup plus loin. J'ai mis dans les références des vidéos, du code qui permet de montrer comment on peut avoir un facteur en gros 70 par rapport à notre blocking queue. Alors Thierry, je suis allé voir notre PO. En fait, là, on a un nouveau besoin. On va devoir streamer un gros volume de prix. Et là, on a des contraintes réglementaires parce qu'il faut qu'on log tout. Il faut tout auditer, il faut que tout soit auditable. Donc il faut garder les informations de qu'est-ce qu'on a envoyé ou pas sur disque. Donc il va falloir qu'on travaille sur les logs. Parce que voilà, là on va avoir un énorme volume de logs à générer. Alors, il y a plusieurs approches. L'approche vraiment simple, basique. On prend un logger, mettons logback, on prend l'appender file, et puis à chaque fois qu'on est à loguer, on flush sur disque. Mais c'est bloquant, c'est rapide mais c'est bloquant. On peut avoir un petit buffer, on remplit le buffer, et puis quand il est plein, on flush sur disque. C'est pas mal. Le petit problème qu'on a avec ça, c'est si on a vraiment besoin des logs, et puis si le process crash, on a perdu le contenu du buffer, et donc en cas de crash, on n'a pas les derniers messages. Et donc on est un peu embêté. On a une petite variante où on peut avoir un buffer et un thread en charge de vider le buffer et l'écrire sur un disque. Et là, en cas de crash, on a encore un problème. Heureusement, on a une quatrième solution. Ce serait utiliser un memory map file. Alors, qu'est-ce que c'est en gros un memory map file? C'est un mécanisme en fait qui est proposé par les OS, soit sous Linux ou sous Windows, même si c'est vraiment implémenté différemment et que les comportements varient beaucoup. D'un côté, vous allez avoir la mémoire qui est vue par votre process, ce qu'on appelle la mémoire virtuelle, avec des blocs mémoire qui sont contigus, qui se suivent. Ces blocs mémoire, le schéma est volontairement simpliste. Les blocs mémoire, en fait, sont mappés sur la mémoire physique, où en fait, la mémoire physique peut être beaucoup plus petite que votre mémoire virtuelle, et les blocs ne sont pas forcément contigus. Et en fait, un memory map file, c'est un mécanisme qui permet de synchroniser un bloc de votre RAM, de votre mémoire physique, avec le disque. Ça marche dans les deux sens. Et là, dans le cas des logs, en fait, on va mapper une zone mémoire sur le disque, et quand on va écrire dans cette zone mémoire, l'OS, de manière asynchrone, va répercuter ces écritures sur le disque. L'intérêt, ici, c'est que ça se fait en asynchrone. L'écriture dans la zone mémoire, elle se fait de manière assez rapide. Et si mon process Java plante, mais que j'ai déjà écrit dans la mémoire, l'OS, un peu plus tard, se chargera en fait du flush sur disque. Alors après, c'est bien, c'est joli, mais ça va pas forcément être trivial en fait d'écrire un appender, un logger avec ce mécanisme. Parce que en gros, je vais mapper une zone mémoire, un buffer, sur mon disque. Je vais remplir le buffer. Il va falloir remapper une autre zone mémoire quand le buffer va être plein. Du coup, mon fichier va grossir d'un bloc. Si mon buffer, je le prends tout petit, genre à l'échelle de la taille d'une ligne de log, je vais prendre peu de RAM, mais il va falloir que je fasse plein d'appels système parce que chaque fois que je réalloue une zone mémoire, c'est un appel système. Du coup, c'est coûteux. Si j'alloue une grosse zone mémoire, je vais avoir peu d'appels système, mais je vais consommer beaucoup de RAM. Et puis en plus de tout ça, il va falloir que j'ai une sorte d'index pour savoir où j'en suis en fait dans mon buffer. Alors il se trouve que d'autres personnes avant nous se sont posé la question et ont implémenté des appenders memory map file, même en open source. Donc il y a notamment Peter Lorre, qui est un Java champion à Londres, qui a fait tout un framework qui s'appelle Java Chronicle, qui permet de faire tout plein de choses à l'aide de memory map file.
Et puis, entre autres, il y a des appenders pour tous les loggers, Logback, Log4j, ce qui permet en fait de, avec un petit peu de conf, d'utiliser un memory file pour loguer. Alors ça, c'est bien, mais par contre, donc là, on s'est intéressé à de quelle façon on va écrire sur le disque. On peut s'intéresser à qu'est-ce qu'on écrit sur le disque. Là, ce qui nous intéresse au niveau métier, c'est loguer un truc qui est un peu toujours la même chose. C'est des cotations sur des produits financiers. Produits financiers, on peut représenter ça, on peut loguer un identifiant ISIN, c'est sur 12 caractères, et puis un prix à l'achat, un prix à la vente, ce qu'on appelle un BIDASC. En texte, ça donne à peu près 39 octets. Si je mets les données bout à bout, mon code, et ensuite un double pour le bid, un double pour le ASC, j'en ai pour 28 octets. Et encore, je pourrais filouter, je pourrais considérer qu'avec la précision dont j'ai besoin là sur les prix, je peux passer par des int. Là, je passe sur 20 octets. Donc c'est nettement moins. Alors c'est moins en place, ça fait moins de choses à écrire sur le disque. Et en plus, au niveau CPU, c'est peut-être aussi moins de travail, parce que j'ai moins de travail dans le codage. Si j'ai un int que je veux transformer en byte ou un double, c'est moins de travail que de le formater avec un 2.3.42, quoi. Donc, qui dit performance dit mesure. Donc, on va faire un petit bench. Là, je prends une petite classe quote. J'ai une version toString générée par IntelliJ. Je fais un code de sérialisation très très simple, rapidement, pour mon test. Et puis, je vais faire un petit bench. Alors, le souci là, c'est que j'ai parlé de binaire, mais tout à l'heure, je parlais de logger. Le logger, généralement, on log du texte. Surtout avec Logback, Log4j, on n'a pas l'habitude de raisonner en binaire. Il se trouve que Java Chronicle fournit un appender texte et puis un appender binaire. Donc ça, c'est bien. Par contre, de quelle manière on va transmettre les données binaires au logger ? C'est assez simple. Souvent, dans votre code, vous avez ce genre de pattern. Vous avez le pattern de log, avec une chaîne de caractères, et puis ensuite un objet. En fait, quand vous faites traditionnellement, vous vous attendez à ce que la méthode toString soit appelée sur votre objet. Ici, avec l'appender binaire de Java Chronicle, c'est la sérialisation qui va être utilisée. Donc on va faire un petit test sur une machine qui pourrait être une de nos machines de prod, avec 2 CPU, 6 cœurs, un disque dur qui n'est pas un disque dur SSD, mais avec 10 000 tours minute et un bon buffer. Et puis on va mesurer en fait la latence qui est induite par un appel au logger. Avec HDR histogramme, on obtient ce genre de graphe. Et comment on le lit ce truc ? En fait, pour 90% des valeurs, on a une latence qui est induite pour la version binaire qui est de l'ordre de 1 microseconde, alors qu'on a 5 microsecondes en fait pour la version standard texte. Et si on regarde ce qui se passe dans 99% des cas, on passe de 2 microsecondes à 10 microsecondes. Donc un rapport de 1 à 5, avec quand même peu d'efforts. Donc c'est quand même plutôt rentable, Thierry. C'est clair. Alors pour conclure, je te propose un dernier quiz, assez rapide parce qu'on est un petit peu à court de temps. Ouais, on va aller très vite sur la conclusion pour laisser des questions. Place aux questions. En gros, mesurez, méfiez-vous de votre intuition. Même les experts en performance ont clairement appris que leur intuition était souvent mauvaise. Soyez curieux. Juste la première réponse n'est pas bonne. Ouais. Et soyez curieux, regardez au-delà du code, OS, hardware. Et très rapidement, parce que c'est un peu le talk sponsor à la Société Générale, on recrute. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand, voir nos RH pour les postes à pourvoir. Et puis on est à votre disposition aussi si vous avez des questions, si on n'a pas le temps de tout traiter. Merci. Je pense qu'on a le temps pour une question de deux. Autre question ? Bon. Merci à tous. Merci.